Bonjour tout le monde. Petit rappel, donc si vous voulez parler, le mieux c'est d'activer votre microphone. Si vous ne voulez pas parler justement pour ne pas déranger les personnes qui ont la parole, vous pouvez désactiver votre son. Tout ça, c'est en bas de votre écran. Idem pour la vidéo, n'hésitez pas à l'allumer si vous avez la possibilité. C'est toujours plus agréable de voir qui est en face de nous. Et un petit rappel aussi, le apéro sera enregistré, donc j'espère que ça convient à tout le monde. Normalement, c'était marqué au moment de s'inscrire, mais je préfère quand même le rappeler. C'est pour qu'on puisse garder une trace et éventuellement partager des extraits sur nos réseaux sociaux lors de la communication. Voilà. Du coup, je vais laisser plutôt la parole du coup à Evelyne et à Pierre qui feront une petite introduction pour ces apéros sur les hébergements. Voilà, super. Merci Daniel. Alors, comme je l'ai dit, j'ai parfois une connexion un peu saccadée, donc j'espère que vous m'entendez bien. Si jamais, n'hésitez pas à le signaler, ou si je me déconnecte de manière inopinée, je fais au mieux pour me reconnecter par la suite. Voilà, alors je vais commencer par une petite présentation. Donc, je m'appelle Evelyne Tissot, je suis la chargée de projet pour Ardennes Marketing. Je suis aussi la coordinatrice pour la campagne de communication Visite Ardennes, partir loin tout près. Donc, quelques petites précisions par rapport à ces apéros. Donc, on va bientôt accueillir et laisser la parole à Olivier Lefebvre de Logique Belgique. Mais avant toute chose, voilà, comme Daniel vient de le dire, cet apéro est enregistré à des fins de rediffusion et de partage sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet pro. Si vous ne souhaitez pas apparaître, le mieux c'est peut-être alors de couper la vidéo. Je ne sais pas ce que tu en penses, Daniel. Oui, Comme ce ça, serait par peut-être pas la mal. suite, on pourra quand même réutiliser cette vidéo et cet enregistrement sans que vous n'apparaissiez si ce n'est pas votre souhait. Alors, le thème d'aujourd'hui, ce sont les hébergements. On avait d'abord pensé aux petits hébergements, évidemment, parce on se doute bien qu'ils ont des difficultés aussi ici en période Covid, mais on a décidé vraiment d'ouvrir ces apéros à tous les hébergements et tous les hébergeurs, afin que vous puissiez partager vos bons plans, vos expériences, et aussi que vous puissiez nous parler un petit peu de tout ce qui s'est passé pendant cette période Covid, toutes les difficultés auxquelles vous avez été confrontés et les façons dont vous avez pu rebondir ou justement réinventer un petit peu votre boulot. Mon collègue Pierre-Joris Demy de la Fédération du tourisme de la province de Liège va m'aider à animer cet atelier. Je ne sais pas si on attend encore beaucoup de monde, mais je propose que d'ici quelques minutes, on puisse laisser la parole à Olivier Lefebvre, donc, qui va un petit peu nous présenter les Logiques Belgique et l'accompagnement qu'il fait justement pour les membres des Logiques Belgique. Voilà. Oui, il reste environ 4 personnes, je pense, qui devraient se connecter, donc on peut quand même lancer les apéros. Ouais. D'accord. D'accord. Dans ce cas, je propose à chacun de se présenter, faire un petit tour de table pour découvrir qui est qui et voir un petit peu ce que vous faites. Voilà, faire connaissance. Peut-être allons-nous commencer d'abord par les référents pour que vous voyez qui nous sommes et que vous puissiez mettre un nom sur chaque province. Donc, nous avons Daniel qui vous a accueilli pour les apéros, qui est donc Bonjour. référente pour le projet Interreg Agreta. Nous avons donc moi-même, Pierre-Joris Demy, pour la Fédération du tourisme de la province de Liège. Marie-Christine, je vais laisser présenter. Alors, je suis de la Fédération du tourisme de la province de Namur qui, malgré sa mise en dissolution actuelle, existera quand même jusqu'à la fin 2021 afin de me permettre de travailler toujours pour l'Ardenne et sur le projet Interreg. Donc, ne soyez pas étonnés si dans le courant de l'année, vous recevez des mails de ma part. L'ASBL Fédération de tourisme est bien en dissolution, mais je poursuis sur le projet Ardennes. Voilà, nous avons Stéphanie Drottier. Je mets mon micro. Bonjour à tous. Stéphanie Drottier, je travaille à l'Agence de développement touristique des Ardennes françaises à Charleville-Mézières. Je suis coordinatrice du projet transfrontalier Ardennes Écotourisme et référente Ardennes sur le territoire des Ardennes françaises, plutôt le sud et tout ce qui n'est pas Charleville-Mézières-Sedan et la pointe de Givet. Très bien. Et alors Evelyne, qui s'est présentée ici au départ.
Oui, voilà. Et puis, je voulais peut-être juste ajouter que je suis la référente Marc Ardenne pour tout ce qui est la province du Luxembourg belge. Donc, voilà. D'accord. Voilà, je vous propose de passer à vous maintenant. Donc, nous pouvons commencer avec Agnès Colson. Madame Oui, Agnès Colson. oui, bonjour. Qui est une associée. Moi, j'ai des chambres d'hôtes. J'ai 3 chambres d'hôtes à Fauvillers, donc je me situe entre Bastogne et Martelange. D'accord. Monsieur Emmanuel Kremetz. Bonjour, donc Emmanuel Krametz, donc dans les Ardennes françaises, en tirage ardonnaise. Donc moi je loue une cabane que vous voyez là, et puis je loue une tisane pour faire de la rando, plus par là. Voilà. Sympa. Pardon? Je dis sympa. Voilà, merci. Madame Catherine Vandenbroek. Oui, bonjour. Ben, moi, je suis journaliste. Je travaille pour la magazine Allumeuse, donc transfrontalier. Et je travaille aussi actuellement en freelance pour la marque Ardennes, pour Ardennes Écotourisme, à la rédaction de portraits de certains d'entre vous et d'autres opérateurs pour le site visiteardennes.com. D'accord. Madame Caroline Bloemers. Oui, bonjour. Je travaille à l'Office du tourisme de Spa, donc responsable groupe. Ma directrice Isabelle Grégoire, normalement, doit participer également au webinaire, mais elle me charge de s'excuser. Elle a encore une réunion, donc elle ne va pas tarder peut-être à se connecter, ou elle est peut-être déjà entre-temps. Je n'ai pas tout le monde sur l'écran. Donc voilà, tout à fait personnel, j'ai un gîte de 9 mais qui n'est pas logis. D'accord. D'accord. Ce sera peut-être à régler avec Olivier après. Peut-être, oui. On va négocier. Voilà. Madame Hera Klostermans. Voilà, bonjour tout le monde. Moi, j'ai un appart-hôtel au pied de vigne. Avec des petits appartements de 2-4 personnes. D'accord. Alors ensuite, nous avons Madame Amélie Watteau. On ne vous entend pas. Il y a peut-être un problème micro. Moi, j'ai déjà eu ça sur une autre visio. Si vous avez un bouton qui coupe le micro sur le PC, peut-être le réactiver. Non, on ne nous entend pas. Je vous propose alors de mettre votre présentation en conversation, en mettant bien tout le monde, comme ça on pourra aussi voir ce que vous faites. Monsieur Frédéric Hugo. Oui, bonjour, tout le monde m'entend? Oui. Oui, bonjour, voilà, je suis le patron propriétaire du restaurant La Métairie sur l'auberge Chawan, commune de Faucon, et je suis membre des logis depuis quelques années maintenant. Et voilà, je suis en possession de 12 chambres, et je suis comme pour tout le monde en période Covid. D'accord. Monsieur Jean-Marie Antoine, excusez-moi. Oui, bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, très bien. Ah, ben c'est super, parce que voilà, c'est ma deuxième réunion du genre. Donc, moi, je suis journaliste à Namur et je collabore à la revue Allumeuse, qui est surtout représentée par ma collègue Catherine Vandenbroek. Oui, je vois qu'il y a quelques petites interférences. Oui, on peut passer à Madame Hubert, peut-être. Voilà, oui, Madame Jacqueline Hubert. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Vous me voyez? Ça va? Très bien, très très bien. Bon, je suis Jacqueline Hubert. J'ai des chambres d'hôtes à Avlanches, donc c'est le sud-est de la province de Namur. J'ai 2 chambres d'hôtes, une en 2 unités, donc pour une famille de 4-5 personnes, une chambre d'hôtes de 2 personnes. Et je fais aussi, évidemment plus rien pour le moment, mais je fais aussi table d'hôtes. Oui, aussi. Voilà. D'accord. Monsieur Alain Vandenplaats, pardon. Oui, bonjour. Moi, j'ai une chambre d'hôte à Villers-sur-Lez qui est à côté de Rochefort, axée autour du thème du vélo. Et à côté de ça, j'organise des tours guidés à vélo dans la région. D'accord. Madame Grusson Anne-Flore. Oui, bonjour, je suis la responsable de l'Office du tourisme du Pays Retellois. D'accord. Madame Lily Au Plaisir, maison d'hôtes insolite et ludique.
Voilà, vous avez déjà dit le nom, donc c'est Open. Voilà. C'est une maison d'hôtes insolite, donc on a le label. On est insolite dans l'insolite parce qu'on est les seuls à être insolites en animation. Donc on fait des murder parties, les chambres sont données d'après le Cluedo, on a une escape room et maintenant on a aussi des jeux dans les chambres. Donc chaque chambre a son énigme à résoudre sans limite de temps. Et alors, sur le côté, je suis aussi copywriter, j'écris des textes pour l'Internet. Donc voilà, je peux faire du storytelling, etc. Et alors, j'ai aussi développé une activité touristique avec ça c'est tout nouveau. J'avais déjà ce pôle-là, mais maintenant j'ai acheté un mobil-home qui va sillonner les Ardennes. Donc, qui va proposer des circuits. Et donc, je suis à l'affût de tout ce qui est un peu original, où il y a des passionnés, etc. D'accord. Ouais. Madame Muriel Charon. J'active le micro. Bonjour. Bonjour. Bonjour à Jacqueline, qui est ma voisine aussi ici. Ah oui, bonjour Muriel, mais je ne te vois pas. Vous voyez Muriel? Oui, oui. Oui. Ah, moi, je ne la vois pas. Bonjour Muriel, tu vas bien? Oui, ça va. Ça va. Ah, ben voilà, je te vois, c'est bien. Donc, en fait, j'ai 2 gîtes citadins à Fossaville, un 2-4 et un 4-6 personnes. Et 3 chambres d'hôtes en bord de Meuse, à côté de l'Enjambée, à Namur. D'accord. Monsieur. J'ai lancé un petit groupe pendant le confinement qui s'appelle Airbnb Namur, avec des collègues qui ont des beaux hébergements de qualité. Et je fais partie d'un réseau français qui s'appelle Guest & House aussi. Ok. Ce sera l'occasion d'en parler juste après. Merci. Monsieur Denis Krenenwitter. On n'entend rien. Oui. Je ne sais pas si le micro est activé. Oui. Je pense que ce sera la même chose que pour Amélie. Peut-être que vous pouvez vous présenter en quelques mots en mettant un petit message dans la partie discussion. Voilà, ce sera plus facile. Et alors, Madame Valérie Vanner. Oui, bonjour. Je suis propriétaire hôte d'un gîte de 12 personnes, gîte rural à Légnon, près de Ciney, avec également une petite salle de séminaire et avec comme projet, peut-être dans l'avenir, d'ouvrir un mini-gîte bivouac de 2 personnes. Voilà. D'accord. Et alors, je suis labellisée Clé Verte, notamment. Très bien. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de tout le monde. Mes fenêtres se sont réorganisées entre-temps, donc si j'ai oublié quelqu'un, manifestez-vous. Je crois qu'il y a Monsieur Fortan, Willy Ah oui, Fortan, voilà. qu'on n'a pas encore entendu. Monsieur Fortan. Oui, moi je suis propriétaire de gîte de 12 personnes à Plobière, dans la région des Trois-Bornes, aux Pays-Bas, Allemagne. Voilà. D'accord. Très bien. Et bien maintenant, je propose de céder la parole à Olivier des Logis de Belgique, qui pourra justement vous faire part des bons plans et bonnes idées à partager tous ensemble. Voilà, bonjour à tous. Olivier Lefebvre, je suis chargé de mission en fait au Logis de Belgique. Donc on accompagne les hôtels et je vais vous présenter un petit peu voilà, notre vécu. C'est plus un retour d'expérience qu'un exposé ex cathedra sur ce qu'a été la vie des hôteliers restaurateurs logis depuis ce fameux 13 mars et l'arrivée du lockdown. Donc, au niveau de la marque Ardennes, je vous expliquerai le positionnement des logis, mais juste voilà, en aparté de mon activité logis, je suis membre de la marque aussi depuis le début, au niveau d'un petit gîte ici qui est situé à Marcourt, qui s'appelle Arduina, et dans le cadre d'une activité complémentaire indépendante de consultance en matière touristique, je suis aussi membre de la marque. Voilà, ça c'était pour l'aparté. Donc je vous propose peut-être de partager un petit diaporama rapide sur, je ne sais pas si vous le voyez ou pas encore. Pas encore. Alors, hop, voilà. Est-ce que vous le voyez? Parfait. Oui. Oui. Super produit partage d'écran, j'adore ça. Voilà. Voilà, normalement, vous ne voyez plus que la DIA. Est-ce que c'est bien le cas? Non, on voit tout ton mode présentateur. Ah, ok.
arrêter et je vais changer alors. Voilà. Donc là, vous voyez normalement. Je ne suis donc pas un produit. Et comme ceci. Pour l'instant, on ne voit pas encore son écran. On ne voit pas mon écran. Non. Voilà. Je pense que... Et là, si tu appuies sur F5, je pense qu'il va passer en mode classique. C'est ce que j'essaye. Oui. Non, on est toujours sur le mode présentateur. Présentateur, oui. Au pire, c'est pas très grave. Enfin, je ne sais pas si tu as prévu des animations. Oui. Dans non, il n'y a pas forcément PowerPoint. d'animation, mais voilà, excusez-moi. Je ne suis donc pas le professionnel de diaporama que je pensais. Non, mais c'est pas grave. Voilà, donc on va faire comme ça. Voilà, donc les Logis de Belgique, c'est une série d'hôtels qui font partie du label Logis. Donc je suppose que tout le monde connaît ce label qui est très présent en France puisqu'il est à l'origine, il y a 70 ans, de ce réseau en fait d'hôteliers indépendants. Ce sont tous des hôteliers indépendants, donc c'est une chaîne volontaire et pas une chaîne constituée comme on pourrait avoir chez Accor ou ce genre de choses. On est donc actuellement 24 hôtels sur la Belgique, essentiellement en Wallonie, mais il y a un logis à Bruxelles, un à Bruges, un Ostende. Les autres sont répartis donc sur la Wallonie avec une prédominance dans les cantons de l'Est, province de Liège et province du Luxembourg. Très rapidement, ils sont organisés suivant différentes catégories. Où on va retrouver notamment au niveau de la table, les tables gourmandes, les tables de terroir, les tables savoureuses. Tout ça est en fait une répartition de catégories qui se fait en fait au niveau d'un choix que l'hôtelier fait entre son confort offert à la clientèle et la table qu'il propose. Tout ça, bien sûr, est en corrélation avec les grilles d'hébergement HSU hôtelières qui sont maintenant d'actualité chez nous. Et donc, voilà, ces hôtels sont présents. Ce sont des capacités qui vont de 7 chambres à 35. Donc, on est dans je veux dire, une hôtellerie humaine. On n'est pas dans des très grandes infrastructures. Mais voilà, on est bien présent dans le réseau. Un petit mot sur la clientèle telle qu'elle est pour le moment au niveau de Logis. Donc, la première clientèle de la marque Logis, c'est la France. Mais vous voyez que la Belgique, en fait, est la 4e clientèle du groupe Logis. Donc, les Belges sont très présents à la fois dans les logis de Belgique, mais aussi, bien sûr, dans les logis que l'on retrouve dans les autres pays européens, puisqu'il y en a en France, bien entendu, le Gros de la Troupe, mais on en trouvera aussi en Italie, aux Pays-Bas, au Grand-Duché, en Espagne et en Allemagne. Excuse-moi, Olivier, je t'interromps, mais il y a une question de Madame Caron qui demande si les logis regroupent uniquement des hôtels. Alors oui, ce sont à la base des hôtels qui peuvent avoir éventuellement, dans le cadre d'une extension de l'hôtel, un concept qui s'appelle maison by logis ou insolite by logis, mais la base est toujours une structure hôtelière, effectivement. Donc, on a un hôtel à la base, mais par exemple, on peut avoir une maison by logis, donc qui serait une annexe de l'hôtel, qui serait plutôt proche soit de l'appart-hôtel, soit d'un gîte avec des services hôteliers ou ce genre de choses. On a aussi des hôtels comme le Ménobu, par exemple, à l'Arrête, qui proposent 2 roulottes en plus des chambres traditionnelles, mais à la base, on est toujours sur un hôtel. Et il n'y a pas de volonté d'étendre aux chambres d'hôtes et aux gîtes? Pas au niveau de la Fédération des logis actuellement, en tout cas, par rapport à ça. Non. D'accord. Je ne dis pas que dans le futur, il n'y aurait pas, mais voilà, on part d'un hôtel à la base. Et quelles sont les conditions justement pour être reconnu logis Alors, comme je vous le disais, il y a les grilles de reconnaissance. D'abord, il y a une volonté participative, donc de rentrer dans le réseau. Et après, il faut répondre à des critères qui sont très proches en fait des grilles CGT. Et ensuite, on établit un classement qui vous met dans un couple table
hébergement. Et donc, on a les différentes catégories qui sont en adéquation avec l'hébergement que vous avez en général. Ça correspond à un choix aussi de l'hôtelier de se positionner par rapport à soit une table distinguée s'il veut aller plus vers la gastronomie, ou une table gourmande s'il veut rester plus proche peut-être d'une cuisine de terroir. C'est vraiment un choix personnel de l'hôtelier et qui rentre en fait aussi à un moment dans des cases parce qu'il faut bien. Mais voilà, ça fonctionne comme ça. Ça va, j'ai répondu à votre question? Oui, J'ai d'accord. encore une Alors, le question principe... de Madame Charon qui demande si les membres du réseau doivent payer une cotisation. Alors, effectivement, il y a une contribution et une cotisation. Il y a une cotisation de la Fédération internationale des logis et une contribution d'accompagnement pour la Belgique. Et le montant est calculé en fait sur le nombre de chambres et donc couvre évidemment l'intégralité de l'accompagnement, la centrale de réservation logis, les actions, le plan d'action. Ici, on va passer rapidement sur le plan d'action après, mais voilà, il y a des actions spécifiques à Logis dans son ensemble, et puis il y a les actions Logis Belgique, puisque nous, on a un fonctionnement qui est sous forme d'ASBL en Belgique, qui colle bien entendu au plan d'action global, mais avec des actions particulières pour la Belgique. Merci. Et donc, on est sur des principes de marketing participatif et on travaille, voilà, ce sont des grands termes habituels, mais on travaille évidemment en omnicanal, c'est-à-dire à partir des sites Internet, à partir des réseaux sociaux, de la presse écrite, de la presse offline, online, et on fait une espèce d'écosystème de communication propre au Logis de Belgique à travers tous les médias qu'on peut utiliser. Et on essaye d'obtenir évidemment au total une image cohérente qui est basée sur les valeurs logis. Alors les valeurs logis, ce sont logis pour un monde plus local, à la fois dans les fournisseurs logis qui sont des fournisseurs qui vont être proches et des producteurs locaux, évidemment pour la grande majorité. Logis plus local aussi parce qu'on essaie évidemment qu'au niveau des équipes, les hôteliers, ils recrutent en local. Et toutes ces valeurs font qu'on a une grosse dimension humaine au niveau de l'approche. Qui est vraiment le cœur de l'activité logis, c'est vraiment ce local traduit un petit peu dans l'économie, dans les producteurs, dans l'humain qui vous accueille et dans le parcours du client. Donc, quelques axes rapides dans la communication. On travaille beaucoup justement l'accompagnement des press-trips, donc des journalistes qui vont à la découverte des différents logis. Et on travaille en connexion avec une agence qui est Glenaki, donc qui est connectée au niveau du plan d'action par rapport à ce que fait l'ensemble de la Fédération des logis. Mais nous, on travaille essentiellement des voyages de presse et des actions presse au niveau de la Belgique. Et donc, on emmène les journalistes découvrir non seulement l'établissement au niveau hôtelier et restauration, mais bien sûr tout ce qui a à faire autour, puisque c'est un ensemble. On travaille pas mal au niveau des médias aussi sur le segment radio. Donc je vois M. Antoine qui est là parmi nous, mais je pense qu'il reconnaît certaines têtes qui sont dans le milieu. Voilà, on travaille notamment sur les grands médias qui parlent de tourisme et de divertissement, donc la RTBF, Vivacité, RTL, Contact, Nostalgie. On essaye d'être présent le plus souvent possible et de manière assez récurrente pour pouvoir obtenir une visibilité. La récurrence, évidemment, est quelque chose qui permet de travailler son image à long terme. Et donc, c'est vrai que voilà, plutôt que de mettre des gros moyens sur une seule campagne, on essaye d'être régulièrement à l'antenne. Voilà, le prochain passage qui est prévu, c'est notamment l'émission des bons vivants qui se déroulera le 6 février, où c'est une spéciale autour de la Gaume, où le logis, les contes de chimie sera mis en avant. Alors, la Gaume est aussi dans la marque Ardennes, donc c'est bien. on pourra parler de tout ça tranquillement. On travaille aussi évidemment sur les opportunités de télévision que peuvent nous offrir les maisons du tourisme ou Wallonie Belgique Tourisme ou la marque Ardennes. Donc là, on essaye de se coller éventuellement à l'histoire qui est racontée dans l'émission, toujours en présentant nos restaurateurs. Ici, c'est par exemple le relais de Corbion, l'auberge du relais à Corbion, qui était dans la grande balade fin d'année passée. On travaille les médias sociaux, donc on a une page dédiée Logis Belgique, où là on répercute évidemment l'activité de nos membres. On reparlera de l'accompagnement tout à l'heure. On était, là je n'ai pas actualisé les chiffres, mais on est à peu près à 1600 membres avec un taux d'engagement qui est passé maintenant à 10%.
ce qui est raisonnablement bon, je veux dire, peut être encore amélioré évidemment, mais c'est évidemment un média assez important pour nous, pour stimuler la communauté générale autour des logis, et puis mettre en avant évidemment les actions particulières de chacun des logis. On a différentes filières aussi qu'on travaille, notamment voilà, au niveau de la pêche. On travaille aussi les partenariats, notamment autour de tout ce qui est classique car, auto, moto, rando. Voilà, les propriétaires de marques ou ce genre de choses. Il y a des logis comme par exemple ici, je peux mettre peut-être un exemple bien particulier. Monsieur Hugo reconnaîtra certainement le parking devant chez lui. Voilà, ça c'est à la métairie à One. Il y a aussi le Beau Séjour à Frahan qui organise chaque année lui-même un événement autour des coccinelles et des moteurs Porsche. Voilà, ils organisent eux-mêmes des choses, mais en général, on essaye aussi de stimuler la communauté pratiquant ce genre de loisirs pour qu'ils fassent des pauses dans les logis ou éventuellement ils fassent un séjour. Donc, il y a différents projets qui ont été un petit peu bousculés par la crise, mais qui sont toujours bien présents voilà, dans les tiroirs et qui ressortiront en temps utile. Évidemment, la filière tourisme de mémoire, vu la localisation des logis, on touche un peu à cette région, notamment au niveau de la bataille des frontières et de la bataille des Ardennes. C'est aussi des segments qu'on développe. Et bien sûr, gros segment qui a pris un coup de boost ici avec la crise, c'est la rando et le vélo, avec des collaborations, bien sûr, avec toutes les maisons du tourisme, mais aussi avec des opérateurs plus spécialisés comme Ardennes Rando avec Olivier Delmey, ou bien Europe Aventure, voilà, au niveau de la Transardennaise, de l'Escape Ardennes, tous ces grands sentiers de randonnée permettent aussi de faire un maillage entre les logis et de pouvoir aller d'un logis à un autre ou faire un séjour. Voilà. Vous voyez qu'on est très proche en fait de ce qu'on peut proposer d'autres types d'hébergements aussi. Hein, il y a beaucoup de gîtes qui proposent ce genre d'activité, mais c'est des segments évidemment qui ont pris une ampleur parfois même un peu incontrôlable à certains moments de flux importants pendant l'été. Mais ça reste évidemment pour 2021 une des cibles principales. Donc, sur la marque Ardennes, on est présent au niveau des logis avec 34 hôtels, puisqu'on regroupe à la fois les 20 logis de Belgique qui sont ardennais, 10 logis en France et 4 au Grand-Duché qui sont dans le territoire ardennais. On a produit ensemble une communication sous forme d'un flyer qui est distribué dans ces logis, dans les actions de terrain, évidemment mises un peu en veilleuse pour l'instant. Je vous ai mis ici, vous recevrez PowerPoint, les liens vers les différentes pages web qui renvoient notamment au concept logique décliné par la marque Ardennes, ce que l'agence de développement du tourisme de l'Ardenne fait également. On travaille vraiment en collaboration sur les 3 pays et on espère pouvoir évidemment continuer à le faire dans le futur avec la marque Ardennes. C'est vraiment un souhait des hôteliers de pouvoir se retrouver dans des concepts qui leur parlent et des valeurs qui leur parlent. Alors, venons-en au cœur du sujet, donc le lockdown, le confinement, la crise Covid. Comment elle a été vécue au niveau des hôteliers? Évidemment, le 13 mars, comme tout le monde, le confinement est arrivé. Ils ont pris de plein fouet, je vais dire, ce confinement. Il y a eu évidemment tout de suite une communication de crise, un accompagnement qui a été mis en place par l'association ici en Belgique. On a senti évidemment un peu du chacun pour soi, peut-être au niveau des différents pays qui ont des hôtels logis. C'est un petit peu lié aussi à la situation particulière de chaque pays par rapport à la crise, par rapport aux aides, les aides françaises évidemment n'étant pas les mêmes que celles en Belgique. Donc on a essayé d'accompagner au mieux nos hôteliers. On a vraiment essayé d'assurer un suivi individuel. Et donc voilà, les premières semaines ont été assez complexes parce que du fait du réseau, je vais dire un peu, pas disparate, mais hétérogène, avec les structures qui allaient de l'indépendant physique en personne physique jusqu'à une société anonyme, évidemment, vous comprenez que les aides et les aiguillages des aides et des solutions étaient multiples, mais c'était très riche aussi par rapport à cette activité, puisqu'on engrangeait aussi beaucoup d'informations qu'on a pu communiquer à d'autres membres hôteliers, à d'autres réseaux, au comité de relance du CGT. On était assez actifs à ce niveau-là, puisqu'on avait la chance, un peu comme les autres associations, je pense à Accueil Champêtre ou Gilles de Wallonie, voilà, qui étaient aussi sur la brèche pour leurs membres. Alors, on a compilé tout ça, on a fait remonter tout ça, et donc on a pu aider en tout cas à prendre des décisions le plus vite possible et surtout stimuler les aides et qu'elles soient ciblées et surtout accessibles à tous.
Donc ça, c'était la partie aide. On a accompagné, dans la mesure du possible, la communication digitale. Donc je suppose, voilà, la marque Ardenne aussi, mais on a tous, dans cette première phase, découvert le vrai télétravail, parce qu'on pensait parfois qu'on télétravaillait. On a été immergé d'un coup, et puis on a eu évidemment toute cette grande vague aussi des webinaires de crise qui sont arrivés en masse avec beaucoup de choses. On a essayé de retirer évidemment ce qui était le plus profitable et le plus pratique. On a essayé aussi d'aider, quand je mets psychologique entre guillemets, c'était une volonté aussi de répondre parfois à l'humain et d'avoir des discussions tout simplement humaines par rapport à cette crise. Parce que ça fait partie aussi des valeurs qu'on défend. Et quand on aime recevoir des gens, on aime leur parler. Je veux dire, quand on aime accompagner les gens, on a parfois besoin de parler et d'entendre aussi voilà, la détresse ou la difficulté qui était quand même présente pour l'ensemble du secteur touristique, pas seulement chez nous. Et donc, c'était aussi, je l'espère, une forme d'aide qui a été proposée. Donc, l'organisation interne, Zoom Zoom, oui, forcément, on a pu bouger beaucoup. Et donc, c'est vrai que dans l'accompagnement, on va souvent sur le terrain rencontrer les hôteliers. C'était plus le cas. Donc, en interne, pour pouvoir organiser justement cet accompagnement, on s'est recentré sur un comité de direction qui a été beaucoup plus présent et beaucoup plus actif en interne que d'habitude, pour prévoir évidemment la réouverture estivale qui est arrivée avec donc, un peu ce déconfinement qui a permis de reprendre un peu son souffle et qui, dans l'ensemble, pour tout le secteur, a véritablement été, je pense, une réussite en termes de fréquentation et de retour du public. On parlera de la typologie des visiteurs après. Et donc, nous, on a repris évidemment la communication, on a pu ressortir avec des press strips, comme je vous le disais, localisés, emmener des journalistes, peut-être vers des logiques qui avaient plus de difficultés. Donc, c'est vrai que si la reprise a été forte en Wallonie, elle a été plus brève et moins intense sur les villes. Pour vous donner un exemple, à Bruges, au cas où, on est allé avec un journaliste, on était le deuxième client dans l'hôtel depuis 15 jours. Et 60% des hôtels étaient fermés à Bruges à ce moment-là. Donc, ce n'était pas du tout la même, je veux dire, orientation que dans les cantons de l'Est où on refusait quasi du monde à ce moment-là. Donc, on a essayé d'aller mettre des actions là où c'était nécessaire, de reparler de ces gens et de dire, voilà, c'est peut-être même aussi le bon moment d'y aller puisque c'est calme. Voilà, c'était une communication qui était parfois compliquée parce que voilà, on essaie d'intervenir là où c'était nécessaire. Et puis, après l'été, malheureusement, on est repassé dans un mode que j'appelle le semi-confinement parce que, voilà, sans être fermé, on autorisait les hôtels à mettre en place un room service. Et donc, pour certains, ça a été un nouveau confinement parce qu'ils n'étaient pas en mesure d'assurer ce service-là, les chambres étant trop petites et donc l'expérience pour les clients pas du tout satisfaisante. Certains l'ont assumé de manière complète parce qu'ils avaient l'infrastructure, d'autres de manière partielle en utilisant uniquement les chambres qui le permettaient. Voilà, c'était un peu des choix personnels. Il y a aussi tout l'aspect traiteur, évidemment, où les gens ont permis à des clients d'emporter les repas. Donc, évidemment, dans la communication, on a l'impression que tout ça marche très bien, que tout compte fait, c'est pas si mauvais. Il faut même bien se rendre compte que ça reste un pansement sur une hémorragie et que ça permet évidemment d'assurer une partie des frais, mais ça reste quand même quelque chose qui n'est pas un fonctionnement normal. Donc, au plus vite on pourra revenir à un fonctionnement normal, au mieux ce sera. En attendant, effectivement, vous verrez à quelques exemples que dans certains cas, ça permet quand même de s'en sortir et de développer des choses. On a assuré au niveau du suivi individuel aussi le parcours client, donc voir comment les clients peuvent réserver en direct, voir si tout est bien optimisé à ce niveau-là, en favorisant évidemment la réservation directe, que ce soit des repas ou des hébergements. Et donc, voilà, en communication digitale, on a fait de l'information globale, je vais dire, pendant le confinement, sans vraiment proposition commerciale. Et puis après, on est revenu avec une proposition commerciale pour essayer de concrétiser, évidemment, le parcours client et qu'il y ait des réservations et de la consommation au bout. Donc, l'expérience bulle et le room service, on en a parlé. On a évidemment, voilà, en termes de Saint-Valentin, l'expérience bulle peut être quelque chose de mis en avant puisque
par excellence, en général, on part en couple pour célébrer cet événement. Donc, ça peut être effectivement l'opportunité de présenter un produit de bulle, de niche à cette période-là. On verra que ce n'est pas aussi simple que ça. Et le plan d'action pour 2021, il est clairement, voilà, on espère évidemment pouvoir sauver les vacances de Pâques et voir un peu comment l'été va se proposer à nous. Tout va être une question évidemment d'évolution des paramètres et de l'épidémie, et on n'a pas la main là-dessus. Mais je pense qu'on peut aussi tirer des enseignements de l'été 2020 pour voir un petit peu ce qu'on pourrait proposer à ce niveau-là. Alors, en termes d'image, on a donc encouragé nos hôteliers à utiliser bien sûr les médias sociaux et leur site internet au maximum, puisque c'était quand même les usages les plus fréquents. On aura parlé évidemment de mettre de l'humain, de l'image et des émotions. Donc ici, vous avez une sélection de postes qui a été, par exemple, au Butchenbacherhof à Butchenbach, où on voit les équipes, la famille, on voit les assiettes en service traiteur ou bien le service room ici présent, de nouveau les équipes en cuisine, puis des choses un peu plus décalées. Vous voyez ici la salle de restaurant et en dessous la salle de restaurant transformée en terrain de foot pour la famille. Mais c'était une forme de communication, de garder le lien avec sa communauté. Donc on a beaucoup encouragé les hôteliers à le faire pour garder du lien avec leur clientèle fidèle et qui les connaît, la communauté locale aussi, parce que quand vous avez un service traiteur, c'est important. Donc, on a vraiment poussé les gens à faire ce genre de choses. Comme je vous disais, il y a des choix différents dans différents hôtels. Donc ici, par exemple, l'hôtel des Ardennes à Corbion, actuellement fermé, mais continue à communiquer sur les transformations importantes qui sont en train d'apporter à l'établissement, puisqu'il rénove l'entièreté des cuisines jusqu'au mois de mars. Voilà, mais ça n'empêche pas de communiquer, d'expliquer à ses clients que si on n'est pas ouvert, s'il n'y a plus de service traiteur après les fêtes, on a quand même une activité, qu'on sait que ça va revenir, qu'on va avoir des possibilités de proposer. Donc tout ça sur les médias sociaux, c'est du contenu, c'est de la matière qui crée de l'intérêt, qui maintient le lien avec la communauté et qui permet vraiment de garder ce contact. Et vous voyez, j'ai mis ici, vous le verrez en plus grand quand vous aurez le mail, mais voilà, la petite photo de profil, c'est la petite fille de la famille, donc les valeurs familiales chez Logis, c'est important. La petite fille de la famille qui regarde la cuisine toute vide, qui est en train de changer d'aspect, mais on lit vraiment toutes les valeurs les unes dans les autres et on continue à raconter une histoire. C'est important de raconter l'histoire de l'établissement. Autre manière donc de décliner la crise, les menus de Saint-Valentin, il a fallu s'adapter. Donc ici, c'est un exemple, c'est le beau séjour à Frahan, par exemple, où ils ont réutilisé un principe qui a été un peu à la mode, entre guillemets, mais qui a bien fonctionné dans le premier confinement, c'était d'associer notamment d'autres producteurs locaux. Vous voyez qu'il y a possibilité d'acheter un bouquet de fleurs en complément de son menu à emporter. Et donc, on a associé aussi parfois des cavistes avec la possibilité d'avoir une sélection de vins qui était à disposition pour accompagner vos repas. Le beau séjour, lui, a trois manières de travailler. Il travaille évidemment le plat emporté directement au départ de l'hôtel, mais il a la possibilité aussi de faire des livraisons locales. Et puisque leur communauté provenait essentiellement, en tout cas, il y avait une très forte demande de là, du Hainaut, eh bien, ils se sont organisés pour avoir des livraisons aussi dans la région du Hainaut au départ de la Semois. Donc, voilà, avec des circuits très spécifiques, mais ils ont identifié leur communauté géographiquement et ça leur a permis d'aller un petit peu plus loin et de fonctionner de nouveau de belle manière, mais tout en, voilà, une manière qui n'est toujours pas celle qu'on utilise de manière traditionnelle. Mais voilà, un peu d'agilité, la solidarité de leur communauté, ça a permis de faire des livraisons plus loin et de développer le chiffre d'affaires. Un autre exemple ici, c'est peut-être un peu petit à l'écran, je suis désolé, mais c'est simplement pour vous expliquer, voilà, au niveau local, la communauté, c'est super important, vos ambassadeurs locaux, il ne faut pas les négliger, et donc les interactions avec simplement la publication du menu traiteur du week-end sont vraiment très fortes. Ici, c'est l'hôtel du Midi à La Roche, où voilà, en 2 heures de temps, ils avaient 1900 interactions pour une communauté de 900 personnes. Donc, en fait, les fans de la page sont 900. Ça peut paraître pas énorme, mais sur une ville comme La Roche, c'est quand même important. Mais on arrive à avoir le double d'interventions en moins de 3 heures.
Donc, c'est quand même montrer que voilà, les médias sociaux, ici on parle essentiellement de Facebook, mais évidemment, quand vous avez beaucoup de photos de plats et ce genre de choses, Instagram est aussi un incontournable à ce niveau-là. Alors, Monsieur Hugo, vous voyez que j'avais pensé que vous alliez être là. Monsieur Hugo, lui, par exemple, communique sur la possibilité, après les randonnées, de venir manger une gaufre ou prendre un bol de soupe à l'extérieur de son établissement dans un système à emporter. Voilà, ben, on est de nouveau dans de l'agilité, de la réactivité, de la créativité. On en parle, les gens en parlent, ça devient une habitude, un rendez-vous. Évidemment, là, on a eu la chance d'avoir une période de neige pendant quelques week-ends en plus, où voilà, la randonnée, même si le ski sur le haut de One n'était pas possible, il y avait d'autres activités qui étaient possibles. Donc, c'était une autre forme de communication, de nouveau par rapport à sa communauté et par rapport au fait que c'est relayé par les offices de tourisme, les maisons du tourisme, Wallonie-Belgique Tourisme. Et donc, voilà, on sait qu'il y a d'autres choses à faire et des endroits qu'on peut fréquenter. Alors, le ton ici, c'est quelques conseils par rapport, évidemment, au ton à employer je vais dire, dans ce genre de communication, puisque bon, le client a un petit peu évolué, il a beaucoup besoin de rassurance et de sécurité, je vais dire, dans sa tête ou sur les lieux quand on peut les fréquenter. Mais c'est vraiment voilà, le rassurer, lui parler avec des termes qui sont un peu enveloppants, avec évidemment beaucoup d'images. Les emojis ou les émoticônes sont évidemment aussi conseillés sans en abuser. Tout ce genre de choses peut évidemment contribuer à une belle communication de l'établissement. La gestion, évidemment, des avis est très importante aussi parce que ce qu'on craignait quand même beaucoup, c'est un public beaucoup plus critique puisque pas forcément habitué à fréquenter durant l'été des établissements comme celui-là, un retour de clientèle ou en tout cas une arrivée de clientèle inattendue mais plus critique. Et donc, on a par ailleurs pas trop observé justement cet aspect critique et quand il l'était, on a entraîné nos restaurateurs à y répondre de manière adaptée parce que bon voilà, l'hôtellerie et la restauration, ce sont des tempéraments avec beaucoup d'émotions et parfois beaucoup d'emportements ou en tout cas d'émotions difficiles à maîtriser quand on attaque évidemment ce que vous faites avec votre cœur. Mais je pense que c'est dans tous les métiers. Et voilà, on essaie d'encadrer, de donner des conseils, un peu des guidelines comme ça, des espèces de petits vadémécum de la réponse adaptés à un client qui aurait pu manifester quelque chose qui n'était pas sympa. Mais ce qu'on a plutôt observé, c'est plutôt de l'encouragement venant du client, même s'il y a des trolls qui sont présents. Je veux dire, la plus grande majorité des clients a posté des avis je vais dire positifs et qui encourageaient les établissements. Donc ici, vous aurez l'occasion de le voir, mais bon, voilà, il y avait aussi des trolls et donc on a fait des réponses à des gens qui étaient voilà, un peu moins, je vais dire, gentils, pour ne pas dire. Ici, c'est le cas notamment d'un profil qui a été créé vraiment pour descendre l'hôtelier. Et donc, il y avait le mari et la femme qui ont créé un profil chacun le lendemain pour voilà, faire part de leur insatisfaction. La réponse a été circonstanciée par rapport à l'insatisfaction. Il peut y avoir des accidents, ça peut arriver, mais je veux dire, là, ce n'était pas du tout justifié. Donc, on a pris en main l'encadrement pour que les gens puissent, je veux dire, répondre de manière factuelle et non émotionnelle, parce que sinon, alors, ça part en vrille et c'est plus gérable. Donc, c'est vous qui avez répondu aux commentaires ou tu as… On a accompagné la réponse. Je veux dire. Ici, dans ce cadre-ci, on a accompagné la réponse parce que voilà, l'hôtelier en question voilà, avait lui-même été malade du Covid, donc reprenait son activité et premier ou deuxième client qui est arrivé, voilà, c'était un troll, voilà, quelqu'un qui avait envie de râler, qui… en fait, ici, il met 1 sur 5 sur Trif et il dit oui, un anniversaire, tout compte fait, un peu gâché. Quoi. Et il met 1 sur 5, donc ce n'est pas cohérent. Quoi. Je veux dire, si on met 1 sur 5, c'est que l'anniversaire, il a été piétiné. Quoi. Et du coup, un peu gâché. Oui. Ouais, et du coup, dans l'accompagnement que vous proposez, il serait peut-être aussi bien, je ne sais pas si tu le fais déjà, de proposer de genre de
module comment réagir face à ce genre de commentaires. C'est fait. ou- En fait, on a un vademecum qu'on a communiqué à nos hôteliers et quand on a des ajouts, on le met à jour. Mais on a un vademecum de la réponse idéale, on va dire, ou du comportement idéal de réponse, qu'on met à jour un peu au fil des expériences parce que ça évolue évidemment. Mais voilà, ils sont en possession de cette méthode. Il faut savoir que tous les hôteliers ne répondent pas encore à leurs avis sur TripAdvisor. Donc là, il y a un accompagnement aussi à la prise de risque parce qu'ils ont l'impression que ce n'est pas gérable. Mais d'un autre côté, on encourage évidemment à prendre possession de tous les endroits où on a des avis qui sont émis par les clients pour pouvoir y répondre justement et pas se défendre, simplement parfois remettre les choses en place et assurer une image cohérente et correcte par rapport aux clients, quoi. Donc, les tendances qu'on a observées et qui seront confirmées certainement en 2021, c'est l'ultra last minute. Voilà, des réservations, quand il y a des réservations, elles sont vraiment en dernière minute pour l'essentiel, alors qu'on avait des réservations à beaucoup plus long terme avant. La rassurance, évidemment, le besoin d'être rassuré au niveau sanitaire, mais l'hôtellerie était déjà, je vais dire, avec la restauration, très en avant au niveau de toutes ces normes. On ne vous parlera pas des normes AFSCA, mais vous savez tous ce que ça veut dire. Donc, en termes d'hygiène et ce genre de choses, je veux dire, les mesures complémentaires contraignantes qui ont dû être prises étaient dans la continuité, je veux dire, déjà d'un respect de l'hygiène et du sanitaire, comme dans tous les hébergements de qualité, et pas seulement dans les hôtels. Les gens sont quand même habitués à ça. Les conditions d'annulation, là, on a dû aller vers beaucoup plus de souplesse. Et donc, il y a d'une part les conditions d'annulation propres à l'hébergement, mais il y a toutes celles aussi liées aux centrales de réservation diverses et variées, qui ont parfois, comme Booking ou Airbnb, imposer des choses à l'hôtelier. Et donc, ça a permis notamment de remettre peut-être à plat un peu les rapports aussi des hôteliers avec ces grandes centrales. Et de nouveau, l'objectif est de reprendre la main le plus vite possible sur quelque chose où on avait peut-être laissé un peu trop de terrain à ces centrales. Et donc, voilà, les conditions d'annulation sont souvent beaucoup plus souples en direct que par rapport à des centrales. Et ça, les clients l'ont compris aussi. Donc, il y a un comportement de clientèle qui, tout doucement, il va voir un peu ce qu'il y a sur la centrale, un peu comme un catalogue de bons endroits à fréquenter, et puis il vient voir sur le site de l'hôtelier. Et donc, si l'hôtelier a bien prévu son site et ses canaux de communication, on pourra réserver facilement avec de bonnes conditions et une valeur ajoutée qu'on n'aura pas via un achat dans une centrale. La typologie de clientèle, effectivement, la clientèle traditionnelle habituée, elle a continué à venir, mais on a eu évidemment toute une nouvelle clientèle, essentiellement belge durant l'été et maintenant exclusivement belge depuis 2 jours. On a ces clients justement qui sont des clients d'opportunité où on va pouvoir, par l'accueil, le service et le suivi, je vais dire, fidéliser et travailler de nouveau sa réputation, puisque ces gens vont sans doute avoir la possibilité d'émettre des avis, soit sur des sites ou simplement autour d'eux, par rapport à l'expérience qu'ils auront vécue chez vous. Et donc ça, c'est vraiment très, très important d'entretenir cette clientèle, de lui proposer des programmes de fidélité ou des actions de fidélisation ou des actions spécifiques, des chèques cadeaux, des cartes cadeaux, maintenir le fil de la relation client parce qu'on sait qu'effectivement, quand la situation reviendra à la normale, il y a une partie de cette clientèle d'opportunité qui reprendra ses habitudes sans doute et qu'on aura du mal peut-être à garder, mais peut-être reviendra-t-elle en excursion ou en week-end dans d'autres périodes de l'année que les grandes périodes traditionnelles de vacances. Olivier, Voilà. si je peux me permettre, tu parles de fidélisation. Oui. Est-ce que, comme pour les mauvais avis sur les réseaux sociaux, vous avez un vademecum ou des petites idées que vous pouvez mettre à disposition de vos partenaires pour justement organiser cette fidélisation? Alors, on a différents moyens d'organiser la fidélisation. Donc, la première action, c'est celle d'utiliser ce qui est conçu en interne chez Logic, qui est le programme éthique, donc qui est un programme qui, en fonction de votre addition au restaurant ou à l'hôtel, octroie des points sur une carte de fidélité et qui très rapidement peut générer des chèques valeurs valables dans tous les logis. Un des points forts du programme, d'une part, c'est que le programme n'est pas exprimé en points mais en euros.
Et donc, je veux dire, la cagnotte, c'est vraiment comme un petit porte-monnaie que vous pouvez utiliser. Et je trouve que avec les retours de clientèle qu'on a, c'est beaucoup plus parlant que des points où on a voilà, 5000 points pour avoir 3 €. Quoi. La proportion est souvent très grande entre le nombre de points et sa vraie valeur. Ici, on a une valeur qui est exprimée en euros et qui est utilisable très rapidement, notamment avec toutes les techniques de smartphone, de génération de chèques. Donc ça, c'est un des axes. Après, dans l'accompagnement qu'on fait aux hôteliers, on essaye de leur montrer l'intérêt, évidemment, d'utiliser les cartes cadeaux, les chèques cadeaux, parce que voilà, ça peut générer de la trésorerie à des moments où la fréquentation de l'établissement n'est pas possible. On a pensé aux fêtes de fin d'année, on pense bien évidemment ici à la Saint-Valentin. Voilà, c'est une manière aussi de fidéliser la clientèle, puisque, je vais dire, ils savent que ce principe existe, on en parle à ses amis, on offre un cadeau, voilà, ce genre de choses. Et puis, bien sûr, là, c'est aussi dans l'après-consommation qu'il faut être très présent, c'est-à-dire voilà, remercier les clients d'être venus, maintenir le fil, les inscrire à votre newsletter, leur donner des nouvelles. Voilà, toute cette communication, les faire fan de vos médias sociaux. Tout ça, c'est un travail, il n'y a pas un vadémécum vraiment, mais c'est un travail quotidien, transversal, qui va se développer au niveau de vos axes de communication. Le site internet, la newsletter, les réseaux sociaux et l'humain. Je veux dire, ça aussi, le contact que vous aurez eu de manière humaine, on en a tellement manqué depuis un an, que je vais dire, c'est sans doute la plus grande porte d'entrée. La fidélité, c'est de pouvoir retrouver quelqu'un voilà, avec un contact, se parler, ce genre de choses, partager des moments dont on a été privé pendant plusieurs mois. Forcément, le lien humain avec sa clientèle fera aussi une partie de la fidélisation. En termes de fidélisation, c'est un point qui fait partie également du label de qualité Wallonie Destination Qualité. Ouais. Pour les opérateurs, c'est intéressant également d'adhérer à ce label. Est-ce que vous, en tant que Logis de Belgique, vous avez une action particulière par rapport à ce label? Une sensibilisation, un accompagnement? Alors, au niveau de Belgique, des Logis de Belgique, les Logis de Belgique sont labellisés niveau 1 actuellement. Pour le moment, on sensibilise les hôteliers à effectivement la méthodologie, je dirais. Après, c'est un choix personnel d'adhérer ou pas au label, qui a quand même été assez discret, je vais dire, pendant la crise. Par rapport à ses membres. Là, on est avec des hôteliers qui sont dans une crise. Donc, et puis, bon, il y a le niveau 2 qui arrive au niveau du label, donc qui est un niveau qui va plus travailler au niveau du management qualitatif. Sauf erreur de ma part, c'est une des ambitions du label, c'est de rallier l'hôtellerie déjà à partir du niveau 2. Voilà, personnellement, au niveau des logis, je présente le label, je présente la méthodologie qui est la culture de la qualité permanente et de l'amélioration permanente. Après, ça reste un libre choix de l'hôtelier de rentrer dans le processus. Je crains qu'actuellement, le processus tel qu'il est en termes d'analyse préalable, de mise en place du plan d'action et ce genre de choses, je pense que ce soit extrêmement lourd et complexe pour l'instant par rapport à la situation. Et je vois mal les hôteliers, et même en général par rapport à l'ensemble du programme, voilà, une spontanéité forte pour l'instant. C'est lié aux circonstances, hein, évidemment. Mais je pense qu'en allant voilà, de l'avant et en simplifiant peut-être un petit peu les choses, je pense qu'effectivement, de toute façon, le principe en lui-même de cette amélioration continue est un bon principe. Et donc, il y a de très bonnes choses là-dedans qu'il faut bien sûr encourager. Ça va? J'ai répondu à la question. Merci. Voilà, un petit peu ce que nous, on a essayé de mettre en place. Voilà. Je ne sais pas, M. Hugo, qui est dans l'Assemblée, peut peut-être donner son ressenti aussi. Evelyne, si on n'a pas Stéphanie. Oui, voilà, si vous voulez. Ou si vous avez des questions, des réponses complémentaires, je suis à votre disposition. Je vois que Mme Charon a posé plusieurs questions. Ah oui, je n'ai pas vu. Dans le fil de conversation. Donc, Mme Charon, on peut peut-être activer votre micro parce que vous demandiez combien de membres comprennent les Logis de Belgique, ici en Belgique, justement. Attends, excuse-moi, j'ai été distrait un petit instant. Donc, en Belgique, il y a 24 hôtels.
24 hôtels, d'accord. 24 hôtels, oui. Ok. Madame Charon, je ne sais pas si vous avez, si vous voulez intervenir justement. Savoir combien vous étiez. Ben, J'ai quand même demandé si les chambres d'hôtes étaient concernées ou pas, parce qu'en fait, et la crise du Covid a mis ça encore plus en avant. Moi, j'ai un gros souci par rapport aux chambres d'hôtes. J'étais aussi de Gîtes de Wallonie que j'ai quitté parce qu'il y a une branche de chambres d'hôtes qui ne trouve plus sa place dans ce genre d'association. Il faut savoir qu'il y a des chambres d'hôtes qui travaillent 100% de manière, je dirais, professionnelle, en ce sens que c'est une activité principale et pas une activité secondaire. Et finalement, nous, on se sent plus proche de l'hôtellerie que des gîtes où c'est des gens qui louent une fois de temps en temps comme ça, ou comme Château Champagne. Donc il y a une branche maintenant de personnes comme moi qui voudraient trouver, enfin moi en tout cas je voudrais remettre un réseau en place de chambres d'hôtes, de propriétaires en tout cas qui sont des professionnels. Et pour l'instant ça n'existe pas. Donc on est nulle part nous. On doit être plus ou moins à mon avis 20%. Donc, de personnes qui ont ça comme activité principale, c'est ça que vous me dites? Tout à fait. Donc, moi, mon gagne-pain, c'est mes chambres d'hôtes, quoi. Mhm, Un mhm. gagne-pain, c'est un grand mot, mais je ne suis pas comme le voisin dont le gamin est parti et qui a mis sa chambre en ligne sur Booking, Airbnb ou autre, et qui est repris aussi parce qu'il a le label, enfin, qu'il est reconnu par le CGT, chambre d'hôtes. Oui. Il y a quand même des gens qui veulent travailler comme des vrais professionnels, avec des produits au petit déjeuner, des produits du terroir, avec un site de réservation en ligne, avec une mise en avant vraiment d'un travail de qualité. Et pour l'instant, nous, on ne se retrouve nulle part, on est complètement... on est laissé, enfin, on doit se débrouiller tout seul, quoi. C'est un peu dommage. C'est pour ça que Oui, je... vous tout à l'heure. gagneriez peut-être d'être reconnu en tant qu'hôtel et plus chambre d'hôte. Mais j'ai 3 chambres. Hein. Ouais. Et on a toujours le CGT de patte, ben oui, mais enfin, voilà. Oui, c'est vrai que je pense qu'il faut un minimum de 5 chambres, je crois, pour être reconnu hôtel. Oui, oui. Olivier, je pense. Oui, oui, c'est ça, oui. Et à Mais côté... il faut en faire 2 de plus. Pardon? Il faut en faire 2 de plus. Mais non, enfin, de toute façon, je ne saurais pas, mais enfin, voilà, il faut savoir qu'il y a des gens comme nous qui ont vraiment des hébergements de qualité et qui finalement ne trouvent plus leur place nulle part, quoi. Mhm, mhm. Et Et donc, Pardon. Oui, Madame Charon, votre organisation mise sur pied justement durant le Covid, elle ne peut pas évoluer vers ça Mais justement, un syndicat des propriétaires professionnels, mais... Ben oui, parce que en fait, même dans ce petit groupe que j'ai fait au départ, c'était plutôt pour voir le local, etc. Mais là-dedans, je me rends compte qu'il y a des gens qui ne travaillent pas comme moi, donc ça ne m'intéresse pas de continuer avec eux. Mais j'ai une réunion ce soir avec un cairn où c'est des gens qui travaillent de manière, je veux dire, 100% professionnelle comme moi. Et il va falloir qu'on prenne des décisions ce soir, quoi. Et il n'y aurait pas un moyen de se rapprocher des logis de Belgique pour avoir des collaborations? Ouais, des collaborations, ça, c'est pas un souci, des Mais échanges de bonnes pratiques. Mais au niveau de la structure même des logis, ça n'est malheureusement pas possible puisqu'on part d'une structure hôtelière et ça, nous, on appartient à la Fédération internationale, donc le critère hôtelier, il est là. Maintenant, c'est vrai que la crise aussi a mis en évidence un petit peu justement ces différents segments de l'hébergement, de dire même de terroir, par rapport à des propriétaires qui, comme Madame Charon disait, qui sont pas des amateurs, mais il y a des gens qui font ça en privé, des gens qui ont un numéro de TVA, il y en a qui ont un numéro de TVA mais qui ne font pas forcément ça pour gagner leur vie, et puis il y a des gens qui font ça pour gagner leur vie. Donc c'est vrai qu'il y a une réorganisation interne où parfois les gens ne se retrouvent pas dans les associations de propriétaires qu'on considère comme des associations professionnelles. Je pense qu'on avait vécu ça avec parfois des échanges un peu vifs entre des restaurateurs et des hôteliers et les fédérations ORECA aussi dans l'hôtellerie. C'est vrai que c'est une période un peu trouble où effectivement il y a des choses qui ont changé depuis quelques temps et où il faut que tout le monde puisse retrouver un peu son compte dans l'histoire. Et c'est certain que des structures professionnelles d'hébergement de terroir n'ont pas encore un creuset représentatif ou une association qui puisse les défendre.
En hôtellerie, il y a les fédérations RICAP, puis M. Hugo le sait bien, il y a l'association hôtelière des Hauts-de-Fagne, par exemple, il y a l'association aussi des hôteliers de la région de Spa. Voilà, il y a des choses un peu plus régionales, mais qui essayent de se faire entendre et qui essayent voilà, de défendre leurs intérêts au milieu de tout ça. Ce n'est pas super évident parce que, évidemment, faire remonter les informations dans les comités de relance ou les COPIL, ou, voilà, nous, on a encore les filières touristiques parce qu'on a la chance d'y être associés, mais c'est vrai que des propriétaires indépendants et qui sont pas directement impliqués là-dedans, c'est plus compliqué pour eux de s'organiser et de trouver des solutions dans ces périodes-ci. Pour vous donner un exemple, donc moi je suis reconnue officiellement par le CGT, chambre d'hôtes. Je n'ai pas eu droit à la prime sanitaire, ni pour mes chambres d'hôtes, ni pour mes gîtes, parce que j'ai répondu en tant que personne morale et pas en tant que personne physique. Enfin, c'est une aberration, quoi. Donc finalement, on va donner des primes sanitaires à des gens qui travaillent comme des amateurs, et les gens qui veulent travailler de manière correcte, ils ne sont pas reconnus, quoi. Donc nous, on n'a plus de place nulle part pour l'instant. Il y a une réaction de Madame Vaner, justement, qui est un petit peu choquée par vos propos, nous dit-elle, parce que ce n'est pas parce qu'on ne gagne pas sa vie avec son activité qu'on ne travaille pas comme des pros. Peut-être pouvez-vous nuancer vos propos. C'est vrai que voilà, ce que vous mettez en avant, c'est justement vous qui avez l'activité à temps plein par rapport à d'autres qui sont en activité complémentaire. Mais vous ne remettez pas en question le travail, le professionnalisme de ces personnes-là, je pense. Non. Si Madame Vaner veut intervenir aussi, n'hésitez pas. Hein, comme ça, tant qu'il y a débat, c'est bien. Je ne veux pas plus des chambres d'hôtes parce que j'ai des gîtes aussi et il n'y a rien à faire. Je fais les deux. Le travail n'est pas du tout le même. C'est pour ça que j'ai les chambres d'hôtes est beaucoup plus proche de l'hôtellerie que les gîtes. Vous faites l'accueil, les gens sont là, c'est fait de manière correcte, etc. Une chambre d'hôte, vous l'avez vu tout à l'heure, jusqu'à avant midi et demi, je n'ai pas fini. Hein. Il faut être là tout le temps. Il faut travailler aussi tout le temps sa communication. Ça n'a pas du tout le même boulot. Donc, c'est ça que je veux dire aussi. Oui, mais de là, vous ne remettez pas en cause le côté professionnel, c'est ça Non, ça n'a rien à voir. Mais voilà. quand un CA des gîtes de Wallonie et qu'il y a des gens qui, comme moi, ont des chambres d'hôtes ou des gîtes et disent, mais il n'y a que toi, nous, on ne travaille pas comme ça pose quand même question, quoi. Le problème, c'est qu'on met tout le monde dedans. Le gars qui met sa chambre d'hôte ou même son gîte une fois de temps en temps, qui loue pour faire de l'argent de poche et qui ne fait pas de ça son métier, on ne peut pas être regroupé de la même façon parce que les attentes ne sont pas les mêmes. Les attentes ne sont pas les mêmes. Madame Vaner, peut-être vous voulez intervenir? Oui, en fait, c'est un peu aussi l'organisation des hébergements de terroir en Belgique qui n'est pas réglée de ce point de vue-là aussi, parce qu'il y a les professionnels, il y a les non-professionnels, et puis il y a aussi tous les gens qui sont un peu à l'aveugle, c'est-à-dire les Airbnb qui sont enregistrés nulle part. Moi, je ne suis pas en société parce que j'ai un boulot à côté, mais je travaille énormément malgré tout sur mes gîtes. Ça me prend quand même au moins 4 jours par semaine complets à travailler là-dessus. C'est beaucoup de boulot et donc c'est vrai que j'ai été choquée d'entendre ça. J'étais surtout choquée parce qu'en cette période Covid, on avait besoin d'être vraiment solidaires pour pouvoir faire en sorte que le politique nous entende et nous aide. À propos de cette prime sanitaire, je pense qu'elle n'était pas très importante déjà. Je pense qu'elle était surtout là pour justement les personnes physiques qui n'avaient pas droit aux droits passerelles et à d'autres choses comme ça et qui n'avaient rien du tout de la part des pouvoirs publics. Je ne pense pas que c'était pour les mettre de côté, de mettre les professionnels de côté, ou bien au contraire. Je pense vraiment que tant qu'on ne mettra pas les choses en place pour que tout soit bien organisé et que tout le monde se sente reconnu dans ses attentes, il y aura toujours ce genre de critique de l'un vers l'autre. Et ça, je trouve que ce n'est pas normal. Et ça se répercute au niveau local, que ce soit au niveau des taxes ou au niveau des attestations. Il y en a toujours qui vont payer plus que d'autres. Et ça, c'est vraiment un souci. Voilà. Mais c'est clair que cette crise fait en sorte que beaucoup de personnes qui travaillent dans le tourisme ne se sentent pas entendues. Et justement, est-ce que
le fait que des personnes fassent ça en activité complémentaire, c'est vrai que il y a aussi des gens. Moi, j'ai vu un reportage sur une hôtelière et une restauratrice du Hainaut qui avait dû justement prendre un autre boulot pour subvenir à ses besoins, tout simplement, et pour pouvoir vivre. Donc, c'est vrai qu'ici, c'est peut-être l'inverse qui se passe, qui sont en chômage dû à la crise sanitaire dans leur activité principale et qui ils mettent un petit peu plus l'accent sur le côté hébergement. Ici, vous, Madame Charron, ce n'est pas votre cas, vous êtes en activité principale. Et justement, en termes de fréquentation, est-ce que vous avez vu la différence pendant cette crise sanitaire ou pas? Dites-nous. Ah, je pense que vous n'avez plus votre micro. Si. Ah voilà, on vous entend, pardon. À votre avis, qu'est-ce que je vais vous donner comme réponse? Je pense que oui, il y a eu une différence de fréquentation, ça c'est sûr. Dans quel sens? Et on se demandait peut-être, si je peux me permettre, Evelyne, je pense que ce que tu voudrais savoir aussi, et c'est ce que j'avais noté aussi comme question, c'était pour savoir si cet été, vous avez vu une différence par rapport à peut-être d'autres étés. Je ne parle pas de toutes les périodes autour, puisqu'on sait très bien avec les confinements, voilà, c'était très difficile d'accueillir du public, mais comme cet été, tous les départements le département des Ardennes, les provinces belges, nous, en tant que Visite Ardennes, tout le monde a fait beaucoup de communication. Même le gouvernement a encouragé à passer ses vacances en Belgique ou en France. Et je pense que c'est ça ce que tu voudrais savoir aussi, Evelyne, si cet été, vous avez remarqué du coup qu'il y avait vraiment une forte demande, plus forte que les années précédentes, pour séjourner voilà, dans les hébergements du secteur. Madame Charron, peut-être? Sachant que je suis en ville, c'est pas vraiment les Ardennes avec les bois, etc. Oui. Il faut bien faire la nuance aussi. Hein. Oui. Le gîte aussi à Fossaville, donc à 20 minutes. À votre avis? Moi, je vous pose la question. Je vous renvoie la question. Moi, je pense que pour les chambres d'hôtes, ça ne doit pas être très positif. C'est beaucoup plus positif pour les gîtes, puisque les gens se retrouvent seuls dans leur gîte, avec leur famille, et ont très peu de contact avec le propriétaire, si ce n'est pour la remise des clés ou des choses comme ça. Et encore, il y a moyen de tout organiser sans qu'il y ait réellement de contact physique entre le giteur et le propriétaire. Maintenant, pour la chambre d'hôte, c'est quand même un accueil personnalisé. Et c'est là où les mesures sanitaires peuvent être contraignantes, parce que comment éviter les contacts, comment bien respecter toutes les mesures sanitaires de distanciation, etc. Est-ce que c'est ce qui vous est arrivé, Madame Charron? Pas du tout, c'est tout le contraire. Ah, parfait alors, tant mieux. Je vous ai posé la question parce que c'est pour vous dire parfois les préjugés, ce que les médias racontent, etc. Je n'ai jamais eu autant de monde. J'ai des gens tout le temps. Ah, oui. Et ce qui se passe aussi, c'est que les gens en ont marre d'être chez eux. Quand je dis que je fais du local, il y a des gens de Namur qui viennent ici. Mais les gens que j'ai, je vous ai quitté là 2 minutes tout à l'heure, habitent à 10 minutes d'ici. Hein, donc, ras-le-bol d'être à la maison, ras-le-bol d'être en télétravail. Donc, il faut absolument travailler là-dessus. Les gîtes, c'est un peu plus compliqué parce que justement, la région, là, au niveau communication, tourisme, etc., c'est bof-bof. Et nous, on dépend quand même beaucoup des offices du tourisme et des maisons du tourisme qui ne soutiennent pas beaucoup l'hébergement pour l'instant, il faut quand même le dire. Et donc, finalement, j'ai eu beaucoup de monde aussi parce que je travaille ma com tout le temps. Vous voyez, de manière professionnelle, entre guillemets, tout à l'heure. C'est un travail de tous les jours, quoi. C'est intéressant d'avoir votre ressenti parce que lors du premier apéro de la marque Ardennes, Madame Colson, qui a dû nous quitter il y a quelques minutes, nous avait exprimé justement, voilà, moi j'ai une chambre d'hôte et avec les nouvelles mesures sanitaires, je ne veux pas prendre le risque de me faire dénoncer ou voilà, et je pense que l'accueil est vraiment personnalisé, qu'on est avec les gens à table, etc. Et donc avec les nouvelles mesures sanitaires, c'est plus possible pour une chambre d'hôte. Ici, vous nous donnez un avis complètement différent. Donc, c'est très intéressant de voir comment chacun réagit aussi personnellement face à la crise. Je pense qu'il y a plusieurs craintes qui avaient été exprimées dès le départ. J'ai parlé de la délation, justement. Voilà, c'est un des points et des aspects négatifs, justement, de cette crise sanitaire. Et vous, apparemment, ça ne vous pose pas de problème, mais les arguments que vous nous exposez sont vraiment... voilà, ils sont avérés aussi.
Je parle d'expérience, je suis partie passer quelques jours en gîte au mois de novembre, justement, parce que comme vous disiez, on en a marre du télétravail, on est toute la journée dans nos 4 murs, etc., avec les mêmes personnes, et il faut qu'on s'aère, il faut qu'on soit ailleurs, et c'est bien aussi d'avoir ce ressenti-là. Je ne sais pas si d'autres aussi, pardon, excusez-moi. Oui, il y a Madame Van Heer, je pense, non? Les hébergements qui fonctionnent bien, c'est ceux qui ont quelque chose en plus. Donc, si vous avez un hébergement qui est très très bien, mais qui n'a pas le petit quelque chose qu'on n'a pas chez soi, ça a plus de mal. Par exemple, dans les gîtes, ils sont au même endroit. Il y en a un qui est plus demandé, alors que c'est une connerie, c'est parce qu'il y a un bain-bulle, quoi. Ah, bah oui. Même pas un jacuzzi, hein, c'est un bain-bulle. Du coup, on le demande pour ça. Ici, c'est parce que c'est un petit peu atypique. Mais quelqu'un qui a un bel hébergement, mais qui n'a pas ce petit quelque chose en plus, différent, un petit peu plus exotique ou que sais-je, il aura plus de mal, même s'il est au même endroit qu'un autre. Et ça, c'est important. Oui. Daniel, tu disais que quelqu'un voulait réagir? Oui, je crois qu'il y a Madame Van Heer, j'ai vu qui voulait intervenir aussi. Oui, nous avons un gîte de 12 personnes. Alors évidemment, les mois de juillet et août ont été fort différents des autres années, parce qu'en fait, notre gîte de 12 personnes se remplit très bien toute l'année et moins facilement l'été, puisque les groupes préfèrent partir chacun de leur côté en famille. Et donc, d'habitude, c'est plutôt des petites locations que nous avons en juillet et août. Ici, nous avons eu vraiment les 2 mois complètement complets, carrément avec des semaines, ce qu'on n'avait jamais avant. Donc ça, pour nous, ça a été vraiment très, très chouette, mais très fatigant aussi. Par contre, depuis le mois de septembre, nous n'avons plus de clients. Même si on nous dit qu'un gîte de 12 personnes peut faire appel à des petites structures, on remarque clairement que les gens ne vont pas chercher sur des sites, des moteurs de recherche, un gîte de 12 personnes pour aller se mettre à 4 ou à 2 dedans. Ça, c'est clair. Même si nous avons depuis toujours mis en place des prix de maximum 6 personnes, pour ceux qui souhaitent venir chez nous quand même. Nous avons mis en place aussi des prix pour 2 personnes. Nous avons eu, c'est bien simple, depuis le mois de septembre, je pense 4 locations de 2-3 personnes, et ce sont via des amis. C'est tout. Sinon, on n'a plus personne. Voilà. D'accord. Comment ça s'est passé pour les autres hébergeurs qui sont ici autour de la table? Peut-être Madame Hubert, je vois que vous voulez intervenir. Il faut juste réactiver votre micro si vous voulez bien. Voilà. Voilà, vous m'entendez? Oui. Ok. En fait, moi, je voulais vous dire, comme j'ai des tables d'hôtes, l'été, juillet et août a super bien marché parce que j'ai eu énormément de randonneurs à pied, à vélo, des Belges, hein, généralement même des Wallons qui faisaient des tours de Wallonie. Donc, je crois que ça, la communication a très bien fonctionné parce que les gens ont découvert que notre région était très belle aussi. Mais à partir du moment où les personnes ne pouvaient plus que manger en chambre, des choses pareilles, moi j'ai arrêté parce que, les chambres ne sont pas prévues pour ça. On ne mange pas dans les chambres. Donc, ne fût-ce que comme table, je n'ai qu'une petite table de salon avec normalement du thé, du café, mais ce qui a été supprimé, c'était ici. Donc, je ne pouvais pas les recevoir convenablement. Donc, moi, j'ai fermé au 12 octobre, j'ai fermé mes tables d'hôtes, chambre et table d'hôtes, et je ferme jusqu'à Pâques. On verra à Pâques. De toute façon, l'hiver, je fermais. L'hiver, je fermais du 15 novembre jusqu'à Pâques. Mais on verra bien comment ça ira. Mais si je peux faire les tables d'hôtes normales, l'été, c'était même très facile. Le 1,50 m était était bien respecté. Oui, bien respecté parce que c'est dehors et il y avait au moins 5 mètres entre les 2 tables. Comme il a fait très beau, les gens ont pratiquement mangé tout le temps dehors, même le petit déjeuner. Le petit déjeuner, c'était facile, j'avais quand même mis 2 tables dans la salle à manger, donc c'était possible. Mais pour les tables d'hôtes, à partir du moment où on devait respecter des règles, comme en hôtellerie, de faire le petit déjeuner dans les chambres et tout ça, je trouve que ce n'est plus du tout dans le respect des chambres d'hôtes. Ça ne ressemble plus à rien, quoi. Donc moi, j'ai arrêté. Mais je me réjouis de recommencer. Hein. Ça, je vous jure, c'est long. Vous avez le même avis et le même écho que Madame Colson, voilà. qui nous avait dit ça aussi. La chambre d'hôte, c'est plus un esprit et le respect des mesures sanitaires ne nous permet pas de garder cet esprit-là. Et donc, elle avait préféré, comme vous, ne plus accueillir personne. Alors, il faut savoir se le permettre aussi, ça c'est sûr, très certainement. Mais voilà, donc c'est pour ça que c'était intéressant d'avoir justement les deux échos. Hein, et je vous en remercie d'ailleurs d'avoir exprimé ça aujourd'hui parce que Mais
Il faut savoir que juillet et août, moi, c'est pas parfois. Juillet et août a été vraiment une très très bonne année pour moi. Je parle bien de juillet et août. Hein. Oui. Parce que c'était toujours petit déjeuner, les gens mangeaient toujours le soir, ils buvaient même plus de vin. Parce que voilà, ils faisaient un peu la fête, c'était vraiment très sympa. Comme ils étaient fatigués, ils allaient quand même dormir tôt, ce qui m'arrangeait bien aussi, parce que c'est quand même fatigant de faire les repas tous les jours quand on est tout seul, mais c'était très, très gai. Franchement, c'était gai. Donc, merci pour la com. Avec plaisir. Enfin, je suis contente au moins de voir effectivement que que ça a permis aux hébergements d'être au moins un petit peu complets cet été. Est-ce que c'est la même chose pour les autres personnes qui sont présentes? Je pense peut-être pour Monsieur Hugo, vous avez un logis, je pense, c'est ça? Un hôtel-restaurant, vous avez remarqué aussi cet effet-là cet été? Oui, on a été débordé ici au mois de juin, juillet, août. Donc là, il a fallu, comme c'est moi qui suis au fourneau, qui suis aussi à la réception, enfin, pas à la réception, mais pour répondre aux demandes de réservation ici. Donc ça a fait beaucoup, beaucoup de travail. C'est pour ça qu'on s'est mis ici beaucoup en question, parce que je suis en train de passer, comme Olivier l'a expliqué tout à l'heure, aux réservations sur le site internet. Donc comme ça, le client peut directement réserver en direct. Ça me parlera déjà un petit peu d'administration, quoi. Oui. Donc voilà, mais oui, c'est certain que on a eu beaucoup, beaucoup de demandes ici en juillet, août. Ici au mois d'octobre, eh ben, on avait un calendrier qui était parfait jusqu'aux fêtes de fin d'année. Malheureusement, suite au Covid, voilà. Parce que nous autres, au début, on n'a pas voulu faire le service en chambre pour les repas. Donc on s'est concentré surtout sur les fêtes de fin d'année pour les plats emportés, qui a très très bien fonctionné. Et alors ici, après les fêtes de fin d'année, j'avais dit on essayera de surveiller dans les chambres pour voir si on peut y mettre une table et ressortir éventuellement un fauteuil ou des choses comme ça. C'est des choses qu'on a faites. Et depuis le 8 janvier, on a recommencé le service en chambre, les locations, et on ne fait que de faire que du complet tous les week-ends. Donc, les premières nuits, c'était des une nuit. Maintenant, on est passé à beaucoup de demandes pour des 2 nuits, parce qu'on sent vraiment les gens qui en ont vraiment ras-le-bol. Donc, mais c'est beaucoup de la clientèle belge. Hein. Il n'y a rien de l'extérieur, c'est tout du belge. Oui, ça, de toute façon, maintenant, en plus, avec les frontières qui sont fermées, je pense que c'est ça. Oui, Là, tout ce à sera fait, principalement belge, mais oui. même tout l'été, hein, ça a été que du belge. On a Oui. beaucoup de Hollandais quand même dans le coin. On les a sentis revenir un tout petit peu, mais est-ce qu'ils étaient plus méfiants ou pas? On les a plus vus en gîte et en chambre d'hôte dans notre région, mais chez nous autres à l'hôtel, c'était beaucoup des gens de Bruxelles, d'Anvers ou des choses comme ça, d'Ostende. Donc voilà, là, je le dis toujours, le positif dans le Covid, c'est que les Belges ont redécouvert leur Belgique, quoi. Et ça, c'est très important, je pense. Ça va peut-être amener un plus pour plus tard, et je l'espère, parce que voilà. Oui, c'est un élément sur lequel on mise énormément, sur justement le fait de pouvoir voyager loin tout près. C'est notamment partir loin tout près, c'est notre slogan. Et c'est justement là-dessus qu'on va mettre l'accent, c'est de montrer que dans l'Ardenne transfrontalière, il y a énormément de choses à voir et à des distances très, très respectables, voilà, très courtes. Il y a vraiment énormément de choses à voir à portée de main. C'est pour ça que maintenant, il faut être prêt, je pense, pour la réouverture, là, comme l'autre, soit dans les gîtes ou dans les chambres d'hôtes ou dans les hôtels. Être prêt pour accepter tout ça et pouvoir répondre à toutes les demandes. Donc voilà, il faut se remettre en question maintenant et c'est maintenant qu'on doit le faire, je pense. Et la remise en question est d'autant plus importante qu'une fois que nous en aurons fini avec cette crise, hein, on va quand même rester positif, est-ce qu'on va encore garder facilement cette clientèle belge en nos murs? Donc, il faut vraiment se remettre en question pour poursuivre la communication et pour fidéliser la clientèle qui est venue un peu obligée sur notre territoire. Mais je pense que de ce côté-là, allô?
Oui, oui, on vous entend. Ah, je pense que de ce côté-là, il faut vraiment insister sur le slow tourisme. Parce que nos régions, c'est quand même des régions de slow tourisme. Donc, cette clientèle-là, je crois que c'est un peu dans l'air du temps, cette clientèle-là, il nous la faut. Parce qu'elle existe maintenant, cette clientèle-là. Donc, il faut faire encore un peu plus de publicité, je pense. Je suis tout à fait d'accord par rapport au slow tourisme, mais c'est un concept qui peut être fait ailleurs aussi, qui peut être pratiqué ailleurs. Et il y a des destinations parfois plus séduisantes qui proposent le slow tourisme. Donc, il va falloir vraiment mettre les bouchées doubles une fois que les frontières, enfin, une fois que le touriste pourra voyager de par le monde comme avant, mettre les bouchées doubles pour les garder ici. Oui, mais si je peux me permettre d'intervenir, Marie-Christine, je pense qu'il va y avoir deux typologies de clientèle. Celle qui ne serait jamais venue en d'autres circonstances et qui va faire partie de la vague de revenge tourisme, c'est la nouvelle expression à la mode, et qui va, dès qu'il sera possible de prendre l'avion, s'éloigner. Et puis, il y a la clientèle de plus en plus consciente de l'impact écologique des voyages en avion qui voilà, continuera à venir à proximité. Donc, il y aura deux faces. Et puis, après, cette clientèle qui part en avion, on ne l'aurait jamais captée autrement. Et on le sait, en marketing, c'est plus facile de faire venir les gens une deuxième fois qu'une première fois. Donc, dans la mesure où ils sont venus une fois, qu'ils ont été agréablement surpris, on le sait, ils auront plus facilement tendance à revenir. Donc, je pense que c'est une opportunité malgré l'effet délétère qu'on voit dans la situation. Oui, c'est vrai, Stéphanie, on a remarqué pendant le mois de juillet-août que la clientèle qu'on a eue cette fois-ci n'était pas du tout la même au niveau du comportement, et on s'est bien rendu compte que ce n'étaient pas des gens qui avaient l'habitude de venir en hébergement de terroir. Ils avaient un tel besoin de se retrouver ensemble, de faire la fête, de prendre du plaisir, que tout ce qu'on avait déjà mis en place auparavant et qui générait ce genre d'action a beaucoup mieux fonctionné. Un simple exemple, le brasero dans notre jardin n'a jamais autant fonctionné que pendant tout l'été. Mais quelque chose de dingue, quoi. Et c'était chant de guitare, et c'était... et on déménage carrément toute la terrasse vers le brasero. Enfin, c'était hallucinant, quoi. Et c'était vraiment très gai. C'était pas du tout exagéré, mais c'était très festif. Très sympa. Il y a eu deux types de vacanciers pendant cette période-là. On a aussi remarqué qu'il y avait toutes les personnes qui avaient l'habitude de partir en avion et de consommer du all inclusive. Donc, ça veut dire ils se croyaient chez vous au bord de la piscine. Et, voilà, tout est permis. Et donc là, à un moment donné, on a dû encadrer quelques-uns un petit peu aussi et leur dire que voilà, nous sommes dans un petit hôtel local. Voilà, si vous avez envie de boisson, il y a une manière de le demander. Et vous serez servi, quoi. Donc voilà, il y a ça aussi qui a joué en été aussi. J'imagine. Qui est très difficile aussi pour les chambres d'hôtes maintenant. Moi, évidemment, je ne fais pas la table d'hôtes. C'est qu'on fait des take-away. Donc les gens ramènent, il faut réchauffer, il faut mettre la table, il faut mettre des nappes, il faut installer ailleurs. Et tout ça, on n'a pas un euro pour ça. On a un service en fait, ça veut dire qu'on est disponible, j'ai presque envie de dire, c'est presque 24 heures sur 24 parce qu'ils arrivent, mais le soir, on vient redemander quelque chose. Avant, ils partaient, le soir, ils allaient en ville, ils étaient ailleurs. Mais maintenant, ils sont à la maison tout le temps. Donc, ce qui veut dire que les gens qui sont ouverts pour l'instant et qui sont même si c'est du découvert, en fait, on n'a plus de moment de répit, quoi. On est tout le temps sollicité, et donc on est épuisé. En fait, on est vraiment épuisé. Oui, c'est la même chose pour les gîtes. Hein. Oui. Et nous, on habite à côté, ils sont tout le temps chez nous aussi. Pour la moindre petite chose. Mais bon, c'est chouette, hein, mais c'est nouveau. Quoi. C'est dur. Oui, c'est vrai. Très bien. Eh bien, nous allons tout doucement clôturer les apéros. Mais avant cela, nous aimerions vous parler de l'action que nous menons en ce moment pour la Saint-Valentin. Donc, si vous avez des offres pour la Saint-Valentin ou ultérieures, hein, pour des périodes ultérieures, n'hésitez pas à nous les partager. Comme ça, nous pourrons les relayer via nos médias, nos réseaux sociaux, voilà, dans le cadre de notre campagne de com.
Oui, normalement, je pense que vous avez peut-être reçu un mail par rapport à cela cette semaine. Et sinon, bah, voilà, n'hésitez pas à nous contacter. On vous expliquera ça un petit peu plus en détail. Mais c'est vraiment le but voilà, de mettre en avant vos offres spécifiques, que ce soit effectivement, comme Pierre l'a dit, pour la Saint-Valentin ou pour une autre période. Ça peut aussi être pour cet été ou autre. Mais si vous avez des produits à valoriser, voilà, on sera ravis de les partager sur nos canaux. OK. Et tout comme nous sommes à votre écoute pour ces bons plans, on est aussi à votre écoute pour les thématiques futures des apéros. Donc, si vous voulez vous exprimer ou poser des questions sur des thématiques particulières, il ne faut surtout pas hésiter à nous en faire part pour que nous puissions non seulement inviter des intervenants et vous aider au mieux. Oui, moi, je serais intéressée sur la thématique par rapport au bivouac. Jacqueline en a parlé tout à l'heure, hein, les personnes qui sont en randonnée et qui cherchent un abri ou un logement. Je suis en réflexion par rapport à un nouveau projet et j'aimerais bien en savoir un petit peu plus par rapport à ça. Et si est-ce qu'un petit hébergement, que ce soit un petit gîte, peut être modulable, que ce soit chambre d'hôte ou gîte insolite, quelque chose qui s'adapte à la situation. J'aimerais bien trouver un projet oui, qui puisse s'adapter à la situation actuelle, quoi. Je voulais dire aussi, il n'y a plus de brochures des hébergements, ça n'existe plus. Il n'y a plus personne qui a une brochure papier. C'est chez nous, oui. La maison du tourisme. Hein. Oui, la maison du tourisme, oui. Oui. On n'a plus rien. Et c'est dommage parce que moi, quand j'ai des gens qui viennent, j'aime bien justement référencer des collègues, que ce soit des gîtes ou des chambres d'hôtes. Eh bien, on n'a rien. Il faut chaque fois aller sur Internet ou quoi. Alors, quand on fait un slogan en disant déconnectez ou évadez-vous, et qu'il faut sans arrêt devoir se reconnecter pour avoir des informations, je trouve ça un petit peu dommage, quoi. Ah oui, mais justement, on a eu un atelier avec la Clé Verte pour organiser des balades avec étapes avec des partenaires de notre région. Ça, c'était vraiment super intéressant. On a eu toute une réunion dans l'après-midi comme ça avec un professionnel qui nous a expliqué ça, comment créer entre nous des produits ou des étapes avec nos partenaires. C'était sympa. C'est ce que je voudrais qu'on fasse aussi dans notre région. Hein. C'est des voyages pour que les randonnées puissent se passer facilement. Les gens laissent leurs valises dans une chambre d'hôte, dans un gîte ou dans un petit hôtel. On s'occupe de transporter les bagages. Personne ne faut leur randonnée. Et Clé Verte, c'est ce qu'il veut faire aussi, mais uniquement avec Clé Verte. Autrement, je suis preneuse, hein, Valérie, mais je ne suis pas Clé. Mais ce n'est pas grave. Moi ce n'est pas parce que c'est Clé Verte que je ne peux pas le faire avec des gens qui ne sont pas Clé Verte. Voilà, mais c'est ça. OK. Et ça, ce sera intéressant que vous organisiez, donc vous, la marque Ardennes, d'organiser et de peut-être de structurer des offres avec des boucles de randonnée ou des randonnées un peu insolites, peut-être. Il y aurait moyen de faire des choses intéressantes de ce côté-là. Ouais. Alors justement, je suis en train de répertorier toute une offre d'idées séjours qui serait accessible sans voiture ou en usant un minimum de voitures. Donc, n'hésitez pas à me faire remonter toutes ces idées que moi, je vais structurer dans le cadre d'Ardennes Écotourisme pour voilà, vraiment valoriser cette accessibilité par les gares ou l'itinérance où les gens utilisent au minimum leur voiture personnelle. Donc, je vous envoie mon adresse mail et vraiment, ça m'intéresse. Ça correspond à une demande. Ça correspond à des actions de communication tant côté marque Ardennes que côté région Grand Est, pour nous, le versant français. Et il y a plein de choses à faire, même sans voiture, même dans les Ardennes rurales. Donc, il ne faut pas hésiter. Et au départ de la gare de Ciné, Valérie et moi, on est déjà d'accord pour accueillir des personnes. Hein. C'est parfait. Du T3, et ça fait des balades de 10-15 km tous les jours. Ça peut être très, très sympa parce qu'on a beaucoup de sentiers et beaucoup de petits chemins de terre, des choses pareilles. Enfin, beaucoup d'endroits où il n'y a pas de voiture, quoi. Il y a iCup qui a déjà fait ce genre de circuit vélo et gare, où il y a moyen de passer d'endroit en endroit. Et je pense qu'il y a eu plusieurs articles. Je ne sais pas si c'est la région wallonne ou de la province qui a organisé ça aussi. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui sont passées pendant cet été là-dessus. Je n'ai pas vu.
Je n'ai pas vu, Valérie. Oui, Cédric de ICAP a développé avec le WBT 4 itinéraires sans voiture sur l'ensemble de la Wallonie, dont 2 dans les Ardennes, en Ardennes. Et donc, nous, on va évidemment utiliser ça et amplifier. Je pense qu'on a de quoi faire au moins une vingtaine d'offres. Oui, parce que je crois que dans notre région, je crois avoir vu passer ça, mais dans notre région, il n'y avait rien. Non, il n'y avait rien dans notre région. C'est ça, hein, voilà. Mais on pourrait l'organiser nous aussi, hein, et se mettre dans le. Tout à fait. Dans le mainstream, quoi. Voilà, vous avez mon adresse mail. Très bien. De toute façon, on enverrait aussi les coordonnées de Stéphanie une fois encore par mail quand je vous renverrai le replay. Et je pense que c'est effectivement intéressant de développer tout ça ensemble, ce type d'offre, parce qu'effectivement, comme on l'a dit, c'est vraiment quelque chose qui est très, très demandé en ce moment aussi. Et puis, je pense qu'on a de quoi proposer avec notre territoire. Donc voilà. Super. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut encore intervenir. Sinon, je vous signale déjà qu'Olivier Lefebvre nous a déjà envoyé son diaporama. Comme ça, on vous le transmettra dans le mail qu'on envoie par la suite avec toutes les coordonnées des participants. N'hésitez pas, je ne sais pas si quelqu'un veut donner le mot de la fin, parce que je vois qu'il est déjà 12h36 et qu'on sait à quel point le temps est précieux pour vous aussi. Donc, on ne va pas vous retenir tout l'après-midi. Quelqu'un souhaite intervenir, ou peut-être un de mes collègues? Bon appétit. Ça, c'est une bonne parole. Merci beaucoup à tous pour votre participation. Merci à tout le monde. Merci à tous. Au revoir. À très bientôt. Bon après-midi. Au revoir.